Hop là, bonjour. Nouvelle notification sur cette chaîne pour une vidéo. Petite surprise, c'est ni un best-of ni un replay. Vous le savez, je kiffe raconter des histoires sur Popcorn dans mes actus. Cet été, j'avais envie de continuer avec des petites affaires bien croustillantes comme on les aime. Et pour ça, direction le sud. Ah, la Provence, terre ensoleillée, propice à la culture des oliviers, de la lavande, des petits bruits de cigales, ça fait rêver. Mais il y a aussi des sectes. Plus particulièrement une secte, très mystérieuse, nichée au cœur de cette région. Même si elle a connu son apogée au milieu des années 80, vous allez découvrir que ça a laissé pas mal de traces, autant dans les esprits que sur le paysage. Et pour cela, direction le lac de Castillon. Bon, pour vous situer un peu, on n'est pas très loin de Castellane, c'est à 2 heures au nord de Nice. Après avoir roulé quelques kilomètres au sein du massif montagneux de la Baume, on arrive au niveau d'un plateau surplombant le lac à 1200 mètres d'altitude, avec un panneau indiquant la présence du monastère du Mandarome. Bon alors quand on pense monastère, on imagine bien souvent des moines reclus, bouddhistes peut-être, qui passent des jours entiers dans le silence, et vous allez voir que là, on est un tout petit peu éloigné de cette image. Ce que vous voyez là, ce sont des vraies images actuelles en France, prises en 2023. Bon alors ça ressemble un peu à un Disneyland tout clacos, hein, mais on y trouve quand même une dizaine de temples et de statues en tout genre, et c'est surtout le siège d'une société secrète qui avait à son prime plus de 1000 chevaliers, ça c'est le nom qui se donne, hein, sous un nom lui aussi digne d'une trilogie fantastique, l'Ordre des Chevaliers du Lotus d'Or. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut retourner quelques années en arrière et se concentrer sur le personnage principal, le mastermind Gilbert Bourdin. Bon, le nom n'est pas hyper vendeur pour un gourou intergalactique, je vous l'accorde. Gilbert est né en 1923 en Martinique. Après avoir étudié le droit et l'économie et obtenu sa licence, il sait qu'il fera pas carrière là-dedans. Il commence à s'intéresser de plus en plus à la spiritualité, aux sciences occultes. Il rentre rapidement dans la slow life. C'est un mode de vie très simple. Et un jour, il se dit « C'est bon, j'ai pas ma place ici, je me barre en Inde ». Il commence un apprentissage intensif du yoga jusqu'à en devenir un enseignant reconnu. On est alors au début des années 60. Il gravit rapidement les échelons au sein de la structure dans laquelle il est impliqué pour devenir un acharya. En gros, il est maître de sa discipline, mais avec une dimension plus spirituelle. Bon alors le yoga, c'est très mystique, hein. Il y a eu pas mal d'exemples de gens qui ont commencé à se prendre pour des gourous et c'est parti clairement en couille. Et surprise, c'est exactement ce qui va se passer. Bon là, on est 2 ans plus tard, en 1962, et Gilbert, il décide de rentrer en France, de prêcher la bonne parole, en tout cas de prolonger son expérience vécue en Inde auprès des personnes qui pourraient être intéressées dans l'Hexagone. Bon, le Gilbert, il se trouve une petite grotte dans le Vaucluse, il décide de s'installer là-bas pour accueillir ses premiers disciples autour de son propre courant religieux, qui, selon lui, vient regrouper toutes les religions. Le mec, il est comme ça, il lance son nouveau dogme, il appelle ça l'homisme. La promesse, elle est quand même ambitieuse, hein. C'est l'unité des religions sous un seul et même mouvement. Chaque branche de l'arc-en-ciel sur le symbole correspond aux grandes religions monothéistes. Bébert, il en fait la synthèse et il se place en messie. Plutôt sympa. Bon, ça vous paraît délirant, c'est pourtant un message qui va faire mouche auprès de pas mal de gens à l'époque. Cette quête spirituelle, elle fascine, elle rend curieux, et même au-delà de ça, elle commence à vraiment rassembler les gens. Très vite, l'affluence est telle qu'il va bientôt falloir déménager, la grotte est un peu petite, et ça va être l'occasion pour Gilbert de voir les choses en grand. On est alors en 1969, et il entreprend la construction de l'œuvre de sa vie. Un palais à son image, avec des dizaines de temples plus dorés les uns que les autres. Une chapelle catholique, un temple bouddhiste, c'est une véritable collection de sanctuaires qui se trouve désormais à Castellane. Enfin bon, quand je dis qu'il entreprend, il commande ces centaines de fidèles prêts à lui rendre service, car ce sont les adeptes de la secte qui vont participer au chantier, pour, je cite, perpétuer la tradition des moines bâtisseurs. Là, on peut se dire, attends, mais comment le mec arrive à construire ça au milieu de la montagne sans que personne ne vienne l'emmerder? Et puis, j'ai découvert le pot rose, ou plutôt le pot de vin, c'était ça, le petit secret de Gilbert. En fait, le président de la région et conseiller général de l'époque, il était content, lui, que tous ces gens s'installent dans sa région, ça développe l'économie, ça se passe bien, ça fait des voix en plus aux élections, et il avait flairé le bon filon, ça a fait les affaires de tout le monde. Gilbert et ses fidèles pouvaient vivre reclus et les élus locaux récoltaient les recettes. De son côté, le gourou avait de quoi payer les gros travaux en demandant aux fidèles de participer à l'entretien, parfois en trimant comme on l'a vu, mais aussi en mettant 200 francs par jour dans les caisses du Mandarome, ça fait à peu près une quarantaine d'euros aujourd'hui. La vérité, c'est que d'un point de vue extérieur, la vie, elle semble tout à fait tranquille. Ça fait pas trop de remous, ça amuse les voisins du temple, c'est apparemment bon enfant, et je dis bien apparemment. Parce que c'est à partir de 1990 que tout commence à basculer. Son identité change et il se fait appeler sa sainteté le seigneur Amsa Manara, puis Messie cosmoplanétaire. Gilbert, tu lui donnes 2-3 temples, il prend le boulard,
Le truc, c'est que ça s'arrête pas là. Il a poussé le culte de la personnalité jusqu'à se construire une statue de 33 mètres de haut qui veille sur la vallée. 33 mètres de haut, c'est comme le Christ, le Corcovado là. Il s'est fait un délire, le Gilbert. Il y a des voix qui commencent à dire c'est plus possible, ça commence à partir en dérive dangereuse. Je comprends, les mecs, ils ont la tour Montparnasse au milieu de la vallée. Bon, la défense de Gilbert, c'est de dire nous ne sommes pas sectaires, on a tous les symboles de toutes les religions. Pendant ce temps-là, il y a des témoignages hallucinants qui sortent un peu partout dans la presse. Nous étions réveillés la nuit par des bruits de mitraillettes et la voix de Bourdin qui criait au haut-parleur « Ici, il y en a 10 000 des aliens, là-bas 20 000 !» Un jour, on allait aussi. En peine 20 minutes, 15 000 aéronefs qui venaient lancer par la porte vers nous. Je suis à la porte vers nous. 15 000. Bien sûr, on est en plein autre combat. Il a fallu qu'on prenne une équipe pour dire attention, on va faire ce qu'il faut. En 15 à 20 minutes, on est allé 15 000 aéronefs. L'emprise du gourou n'était pas non plus que psychologique, puisqu'en 1995, il y a plusieurs femmes qui ont accusé Gilbert Bourdin d'agression sexuelle. L'une des victimes publiera d'ailleurs un livre à ce sujet, ce qui va faire passer la secte fun, un peu illuminée, à dangereuse du point de vue du public. Florence, c'est son prénom, elle a été embrigadée par sa mère qui avait rejoint la secte il y a plusieurs années. Dans son témoignage, elle parle notamment d'expériences traumatisantes, comme la fois où elle a vu sa mère se faire enfermer vivante dans un cercueil pendant 48 heures, et on n'est pas sur une vidéo de MrBeast là. À la suite de ces accusations, il y a une commission d'enquête parlementaire qui s'est intéressée de près au Mandarom. L'association, elle est officiellement qualifiée de secte en 1995 et Gilbert y part en détention provisoire. Le truc, c'est qu'il y a un nouveau projet d'extension du temple qui a commencé lui aussi à faire polémique sur place. Le gourou, il aurait réussi à obtenir un permis de construire qui pourrait faire passer le musée du Louvre au second plan. Une pyramide de verre de 33 mètres de haut sur 5000 mètres carrés de plancher avec 3 étages bien distincts qui auraient permis de rassembler les fidèles au sein d'une seule et même structure. Mais là, coup de théâtre. Visiblement, les pots de vin n'étaient pas suffisants. Le permis de construire, il est annulé par la cour administrative de Lyon après une forte mobilisation des habitants des alentours de Castellane. Les mauvaises nouvelles, elles s'arrêtent pas là pour les fidèles puisque le 19 mars 1998, Gilbert Bourdin décède à l'âge de 75 ans de complications liées à la maladie de Parkinson et de diabète. Même la question de l'enterrement, c'est une dinguerie. La question que les autorités se posent, c'est où enterrer le gourou. La mairie de Grasse, elle refuse qu'il soit inhumé dans son cimetière de peur que ça devienne un lieu de culte. L'objectif des fidèles du Mandarom, c'est que Gilbert soit enterré au temple et ils ont bien prévu le coup. Ils envoient un cortège funéraire avec les autorités, sauf qu'il n'y a pas la dépouille de Gilbert dedans. Et à côté, en soum-soum, en petit cortège restreint, ils essayent d'accompagner la dépouille de Gilbert jusqu'au temple. Sauf que le préfet, à quelques kilomètres de l'arrivée, il se rend compte de la supercherie et il arrive à les arrêter juste à temps. Il est finalement enterré à l'abri des regards dans le petit cimetière communal du Castillon, dans une sépulture où son nom n'est même pas gravé, sous une dalle de béton armé de 300 kg afin que personne ne vienne le sortir d'ici. Et le climax de cette histoire, ça se passe sûrement le 5 septembre 2001, et qu'on se le dise, il se passe un truc complètement dingue et il va falloir que vous voyez les images pour le croire. À 5 h du matin, les gendarmes entrent sur le site du Mandarom et font évacuer le lieu. Une brigade spécialisée vient déposer des dizaines de kilos d'explosifs au pied de l'énorme statue de 1100 tonnes, et pas n'importe laquelle, celle de Gilbert. L'ordre de destruction avait été donné il y a 3 ans, mais personne savait exactement quand ça allait se faire. Pour les chevaliers du Lotus d'Or, c'est un vrai scandale. Il y a même un illuminé qui vient s'attacher au niveau de la main gauche de Gilbert, tout en haut de la statue pour éviter la destruction. Ils réussissent à le déloger, sauf que les gendarmes n'avaient pas prévu que la structure était tellement solide qu'ils n'avaient pas assez d'explosifs et ils ont reporté l'explosion au lendemain. Le compte à rebours est terminé, les artificiers lancent l'opération, le colosse de 33 mètres va s'effondrer. Il est 17 h 30, la statue de 33 mètres et 1200 tonnes à l'effigie de Gilbert Bourdin s'effondre. L'opération aura duré 25 secondes. Après 8 ans de bataille judiciaire, les pouvoirs publics ont obtenu gain de cause. Les images font le tour de la planète dans les journaux télé de l'époque et on peut dire que ça vient mettre un point final à l'existence de la secte. Certains membres demandent même l'asile religieux aux États-Unis parce qu'ils se sentent plus en capacité de vivre en France. Aujourd'hui, il est toujours possible d'aller visiter le temple en mode touriste. Il y a des visites qui sont organisées par la dizaine de personnes qui y habitent toujours et qui sont chargés de l'entretien du palais. La légende veut qu'ils attendent la réincarnation du messie cosmoplanétaire. Bon, moi je propose qu'on les laisse attendre tranquillement, voilà. En tout cas, c'est tout pour cette première histoire d'une série de vidéos que je vous ai préparées pour cet été. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Moi ça me régale de pouvoir vous partager des histoires, peut-être beaucoup n'étaient pas au courant, c'est plus la génération de nos parents, je pense, peut-être, qui avaient suivi ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était PA, ciao.